Bonjour à tous et bienvenue sur Business Positif. Si vous avez l'ambition de mettre en place les meilleurs leviers marketing à la fois durables, efficaces et alignés avec vos valeurs, vous êtes au bon endroit. Je suis Mélodie Schmoss, entrepreneur de l'impact, et chaque semaine, je pars à la rencontre de ceux qui font du marketing un atout incontournable de leur réussite. Le but ? Vous donner un maximum de clés pour atteindre vos objectifs de business et d'impact. Si cet épisode vous plaît, partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcasts. Finalement, quand une marque utilise le mot éco-responsable, est-ce que ça veut dire la même chose que l'autre marque qui aura utilisé le mot éco-responsable ? Aujourd'hui, je cause avec Marie Nguyen, cofondatrice de la marketplace de mode éco-responsable We Dress Fair. Je suis vraiment ravie de vous partager cette discussion parce qu'on parle d'un aspect de la com qu'on avait encore peu abordé dans ce podcast, c'est la sensibilisation, ou ce que nous on appelle chez Cause le plaidoyer d'entreprise. Au-delà du marketing pur, c'est cette prise de parole militante que certaines entreprises osent avoir et qui leur permet à la fois de se faire connaître, mais aussi d'avoir de l'écho pour faire bouger les lignes dans leur industrie. De toute façon, si vous faites quelque chose à impact aujourd'hui, vous avez une audience. Et du coup, essayez d'être les plus sans fioriture, quoi. Ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous l'avez fait, et de le mettre en lumière, voilà, avec des actions de sensibilisation, le digital, les événements, faire un peu du coup de poing aussi pour faire parler de soi, quoi. Marie nous parle de toute son approche et de 3 actions concrètes pour faire du plaidoyer d'entreprise. On parle également du sourcing des marques, qui est une clé de succès pour eux. Et il faut savoir que We Dress Fair, c'est une entreprise de 10 salariés qui a été rentable dès l'année 1 grâce au talent de gestion d'Antoine, le cofondateur et conjoint de Marie. Et c'est vraiment une boîte qui a plein de choses à vous partager. Alors trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange. Salut Marie! Salut Mélodie! Hyper contente de te recevoir pour qu'on parle aujourd'hui de We Dress Fair et de la partie sensibilisation et plaidoyer, on va dire, que tu as en charge. On va pouvoir commencer cet entretien tout de suite pour parler justement de tous ces sujets-là. Mais déjà, j'avais envie de commencer avec toi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous avez lancé We Dress Fair et déjà qui a lancé We Dress Fair ? Ouais, alors à la base de We Dress Fair, on est un couple d'entrepreneurs, donc Antoine et moi. Et on a lancé We Dress Fair, donc pour rendre à César ce qui est à César, c'est Antoine qui a lancé We Dress Fair. Et lui, on a 2 parcours assez atypiques, puisque Antoine, c'est un ancien auditeur financier, donc il n'a rien à voir avec le monde du digital et de la mode. Et moi, j'ai travaillé pendant 2 ans en recherche en cancérologie, donc moi, c'est pareil, je n'ai strictement rien à voir avec ce monde-là. Mais du coup, ça fait complètement sens avec la raison pour laquelle on a monté We Dress Fair, c'est que on était 2 jeunes actifs qui commençaient à avoir un pouvoir d'achat et qui commençaient à se demander justement où va notre argent quand on dépense, puisqu'on en a un peu plus. Donc maintenant, on a le choix. Et en fait, en sachant ça, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on sortait notre carte bleue, en fait, on allait soutenir des entreprises ou pas. Et que du coup, le pouvoir de l'argent, en fait, était avait un impact énorme, en fait, sur le futur et sur le système dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, c'est celui qui a le plus de pouvoir aujourd'hui. Des fois, on dit quand on paye, on vote. Quand on sort la carte, on vote. Bah, c'est carrément ça, ouais. En fait, on vote surtout pour maintenir une entreprise ou ne pas maintenir et ne pas soutenir une autre entreprise. Donc clairement, oui, c'est comme un pouvoir de vote, ouais. Et donc, on a changé notre alimentation. Dans le premier, en fait, clairement, on a regardé nos dépenses, on a regardé ce sur quoi on pouvait avoir de l'impact. Et donc, la première dépense, c'est l'alimentaire. Donc, on a commencé à consommer beaucoup plus bio, beaucoup plus local, des petits producteurs, les AMAP, etc. Et on s'est rendu compte que dans l'alimentaire, en fait, il y avait quand même beaucoup de solutions qui existaient aujourd'hui. Et le deuxième poste de dépense des Français et de nous, quand on a regardé nos rapports de la banque, c'était tout ce qui est vêtements, en fait. On achète quand même assez régulièrement. Et en fait, justement, pour changer et acheter différemment des vêtements, Antoine s'est posé la question, il a cherché pendant assez longtemps, il s'est retrouvé à ouvrir beaucoup d'onglets de beaucoup de marques différentes, des blogs, etc., de lire tous les à propos des marques, tous les en toute transparence, vous savez, les onglets, on vous explique notre philosophie, et tout ça. Et en fait, qui utilise un vocabulaire assez similaire, mais qui veut pas dire la même chose. Bien sûr. Et puis, pour c'est chaque pas, il y a marque. vraiment quelque chose de
d'attester. Enfin, souvent, c'est des jolis manifestes et tout, et en même temps, le consommateur a toujours le petit doute de bon, bah, est-ce qu'ils ils me disent ce Ouais, qu'ils bah, ont envie aussi, quoi. ouais, c'est très marketé en fait. C'est très justement, c'est les mots sont choisis. Du coup, c'est finalement quand une marque utilise le mot éco-responsable, est-ce que ça veut dire la même chose que l'autre marque qui aura utilisé le mot éco-responsable? Du coup, on s'est mis tous les deux à faire des listes de marques et on s'est mis en fait à trier celles qui nous paraissaient être les plus engagées aujourd'hui sur la partie environnementale et sociale. Ok, donc Et au en fait, début, vous l'avez fait en vraiment, vous, couple citoyen, pour votre propre consommation, quoi. ouais, Antoine l'a fait vraiment pour lui, en fait. Il l'a Ok. fait, il a commencé tout seul, il l'a fait. Et puis, en fait, à un moment, il s'est dit, enfin, à ce moment-là, il s'est dit, c'est super chiant. C'est vraiment, Ouais, c'est clair. ça prend un max de temps. Et c'est sûr qu'en fait, la plupart des gens vont pas prendre le temps de faire ça, quoi. Enfin, c'est juste trop chiant. Et du coup, bah, en fait, il s'est dit, bah, ok, je lâche tout. Donc, il a tout lâché. Il a lâché le taf qu'il avait. Il a appris à coder et il a codé la première version de WeDressFair, du coup, dans son école de code. Ok. Et du coup, on s'est rencontrés, nous, à ce moment-là, en fait. On s'est rencontrés un peu Ah, plus tard. d'accord. On s'est rencontrés quand, du coup, moi, je montais un autre projet de recyclage de textiles et lui montait WeDressFair. Et donc, D'accord. je l'ai rejoint après sur le projet WeDressFair vraiment en ayant en volonté de proposer une alternative tout de suite, donc aujourd'hui, à une urgence climatique et sociale aujourd'hui. Donc, en montrant uniquement des marques qui font les choses, les meilleures marques en fait, qui respectent la planète et les hommes. Donc, pour répondre à cette urgence qui est vraiment aujourd'hui. Et j'insiste, je dis ce mot aujourd'hui plein de fois, justement parce WeDressFair, c'est une solution qui propose une alternative de consommation qui permet de réduire tout de suite son impact social et qui permet de soutenir des entreprises donc locales, etc. Donc à un côté aussi beaucoup plus social, parce qu'on n'est pas sur uniquement de faire changer les marques, mais c'est vraiment de proposer une alternative à une urgence climatique et sociale qui est présente aujourd'hui, quoi. Et en gardant aussi en tête, évidemment, parce que pour être moi-même consommatrice sur WeDressFair, que ce sont des marques qui sont des belles marques, parce qu'on a souvent un peu le fantasme donc je veux dire, je vais parler du poncho péruvien, mais un peu ce truc de bon, bah, si c'est éthique ou alternatif, du coup, ça peut faire aussi un peu peur. Que Ouais. là, c'est vraiment une marketplace quand on va dessus, avec des beaux produits, des belles photos. C'est un site e-commerce de textile qui est hyper beau en soi, quoi. Ouais. Bah ça c'est pareil, c'est une volonté personnelle. Nous, on avait besoin d'une solution pour s'habiller tout de suite aussi. Donc en fait, nous, on a choisi les marques dans lesquelles on se reconnaissait. Et après, en faisant des enquêtes clients, etc., on a élargi les styles qu'on proposait. Mais c'est sûr qu'on lutte toujours aujourd'hui. Et c'est un des critères, malheureusement, qui perdure en fait sur WeDressFair, mais parce que c'est une volonté aussi de casser ce cliché que la mode éthique c'est moche, que la mode éthique c'est ethnique. Alors pas que l'ethnique c'est moche, hein. Moi il y a plein de choses ethniques que j'aime Non, bien, bien sûr. Non, mais mais c'est pas que ça, en fait. C'est fonction des styles. Si on n'a pas le style ethnique, c'est pas pour ouais, autant qu'on va rien trouver en éco-responsable, quoi. ouais. Mais du coup nous on a encore ce filtre là aujourd'hui, donc on filtre encore, on n'accepte pas les marques qui ont un style un peu trop ethnique. Parce que du coup, si on lance ça sur le site, on sait qu'on va ne nous définir que par ça. Ouais. Ah, mais c'est hyper intéressant parce que ça, c'est vraiment une stratégie aussi produit et marketing. C'est-à-dire que pour votre positionnement, et tu le dis même malheureusement, mais vous êtes obligé de faire ce choix-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc malheureusement, on sait qu'on peut pas toucher les personnes qui aiment ce style-là, mais c'est une volonté pour en fait, ça prend du temps de changer les clichés, de changer en fait les mentalités, et du coup, bah, du coup, je redis malheureusement, mais on est obligé de se couper de ce style de vêtements pour les raisons qu'il faut qu'on soit le plus mainstream possible et que on casse ce cliché que la mode éthique, c'est que des choses qu'on peut pas porter au travail, quoi. C'est clair. Et du coup, ça va faire le lien parce que du coup, bah, on voit bien ce que c'est l'ambition, la mission de WeDressFair aujourd'hui et ce que c'est, hein. Donc concrètement, une marketplace avec plein de marques éthiques sur le domaine, l'industrie de la mode. On va passer à notre sujet focus du jour, notre levier communication et notamment cette partie sensibilisation. Alors, ce que tu me disais quand on a préparé juste avant là, cet échange, c'est que vous avez vraiment
une stratégie à double axe. Vous avez la partie marketing pure, Instagram, etc., sur laquelle on va pas tant que ça aller au final aujourd'hui. Et puis il y a cette partie sensibilisation qui est un vrai levier d'action pour vous faire connaître, c'est-à-dire sensibiliser sur justement ces sujets du réchauffement climatique, de l'impact, faire le lien directement avec votre business pour pouvoir vous faire connaître à la fois de votre écosystème, mais aussi de vos futurs consommateurs. Donc du coup, on va un peu plonger là-dedans. Déjà, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment vous avez pensé tout ça? Est-ce que dès le début, vous lancez We Dress Fair avec Antoine et vous vous dites, OK, nous, ce qu'on veut, c'est sensibiliser. J'ai l'impression que de ce que tu nous as dit juste avant, oui. Mais de là, comment vous avez un peu mis en place, décidé les premières actions pour réussir à faire ça? En fait, c'est assez intuitif, en fait. Donc on n'a pas, dès le départ, on n'a pas réfléchi, on sait pas donc déjà, comme je disais au début, on n'est pas 2 personnes qui venons de ce milieu-là. Donc tous les réflexes de, structuration d'une stratégie, marketing, com et cetera, en fait, nous, on n'y connaissait rien. Donc en fait, on a fait vraiment à l'instinct. Et pour le coup, il y a une chose que je disais aussi, avant, c'est que, il y avait plein de jargon, de choses qu'on connaissait pas. Et il y avait plein de mots à définir. Et donc, en fait, moi, je suis scientifique à la base. Le premier truc que j'ai fait, c'est OK, éco-responsable, ça veut dire quoi pour nous? Donc, poser une définition. Et en fait, poser une définition, ça voulait dire écrire un article. Donc, on a commencé à écrire. Ensuite, il y avait toute la partie, c'est quoi une marque de mode éco-responsable pour We Dress Fair? Donc, tout ce qui était définition d'une charte de sélection et de matières premières, de process de transformation qu'on considérait étant plus éco-responsables, des définitions de ce que c'était qu'une usine qui respectait le droit humain. Enfin, et du coup, tout ça, en fait, on l'a documenté. Donc, on a écrit, moi, j'ai fait que ça, en fait. Je savais faire que ça. C'était lire des articles scientifiques et vulgariser. Donc, en fait, j'ai fait que ça au départ. Et en fait, tout ça, nous, on s'est pas rendu compte, mais ça a clairement fait partie de toute notre stratégie, du coup, de diffusion. Puisqu'en Au fait, final, c'était une stratégie éditoriale organique, quoi, enfin que vous avez créée de votre propre intuition et de vos propres envies, et qui fait que vous vous êtes retrouvé avec pas mal d'articles documentés, intéressants, qui non seulement ont dû servir votre référencement, mais en plus ont vraiment intéressé ceux qui les lisaient, quoi. bah ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est que du coup, nous, on s'est dit, on est dans cette, en fait, on se retrouve en tant que consommateur à rien comprendre. Et du coup, il y a probablement beaucoup de monde autour de nous qui comprennent rien quand ils lisent à propos, les notes philosophie de chaque marque, quoi. Et donc, en fait, on a juste écrit ces articles-là à ce moment-là, ouais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est pour rester une petite minute de plus là-dessus, c'est que souvent, justement, ceux qui partent des entrepreneurs de l'impact ou même des boîtes existantes qui veulent s'améliorer justement sur leur rédaction, sur le fait de sensibiliser sur leurs enjeux, etc. Et il y en a plus d'une, en fait, j'en ai rencontré plus d'une vraiment, qui sont installées mais qui savent pas comment valoriser et vraiment parler de leurs engagements. Comment tu fais pour que ça arrive à ton public? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que il y a Ouais. le fait de documenter et de savoir ce que tu fais. Donc souvent les boîtes à impact, elles savent ce qu'elles font parce que ça part de voilà comme ça d'une démarche, d'une croyance, de quelque chose qui est vraiment ancré dans la terre et où on se dit j'ai une mission là-dessus, il faut que j'aille au bout. Maintenant, comment je fais pour faire des articles qui sont pertinents? Tu vois, parce qu'en plus tu dis que tu viens du monde scientifique. Souvent, on peut avoir l'impression que dans le monde scientifique, c'est quand même barbant ce que les gens vont écrire. Donc, est-ce que tu as c'est juste que tu as une plume naturelle et tu t'es mise à écrire en te disant vraiment je veux vulgariser? Est-ce que tu avais un comité de lecture pour être sûr que c'était compréhensible? Tu vois, comment tu as fait pour que la communication soit efficace au final? Ouais, alors, je pense qu'il y a eu pas mal de concours de circonstances aussi. Je pense qu'au moment où on a commencé à en parler avec Antoine, c'est un sujet qui était de plus en plus important et en fait, je pense de plus en plus de monde se posait la question. Donc, on avait une audience naturelle, en fait, qui était chaude, on va dire, sur ces sujets-là. Et après, il y a une autre, je pense, qualité, enfin critère, on va dire, qu'on a, Antoine et moi, c'est que on n'est pas seulement des personnes intéressées par la consommation responsable, mais on est aussi des militants. Et je pense que le fait d'être militant, il y a une plume un peu différente de revendication, de colère, du coup, on aime bien dire avec Antoine qu'on aime bien mettre des coups de pied dans la fourmilière. Et je pense que du coup, attaquer, enfin, je veux dire, Oui, attaquer vous dénoncez.
ouais, dénoncer et attaquer l'industrie, cette industrie-là. On a dit tout haut peut-être ce que beaucoup pensaient tout bas. Et du coup, ben, cette audience, on l'a eu un peu naturellement grâce, là par contre, aux réseaux sociaux énormément. Ouais. Oui. Et du coup, est-ce que vous avez vu un lien, et puis on va revenir sur des, parce que là on parle un peu des grandes lignes, mais on va revenir sur des actions concrètes que vous avez mises en place pour justement cette notion de sensibilisation, plaidoyer. Mais est-ce que tu vois, parce qu'il y a toujours un pas entre faire de la communication et du coup ça sert la notoriété, ça permet de se faire connaître, donc là en l'occurrence grâce au référencement, etc. Et puis derrière avoir des conversions sur son site internet, c'est-à-dire le produit qui plaît, pas seulement des gens qui aiment votre mission, mais aussi des gens qui concrètement achètent ce que vous proposez. Est-ce que du fait des actions de com que vous mettiez en place, c'était pas seulement des soutiens qui disaient mais moi je pense comme vous, c'était aussi des gens qui venaient consommer sur votre site, quoi. Bah ouais, en fait, à partir du moment où je pense que on a conscience de ce problème-là, et que du coup, on arrive à toucher ce public-là parce qu'il en a conscience, et qui, pour la première fois, on lui écrit une chose où on arrive à avoir un écho avec ce qu'il pense lui, et qu'on va dire, bah voilà, nous, il y a ça. En fait, tout ça, ça nous énerve. Voilà, tout ça, toutes ces marques qui sont vertes, qui mettent des étiquettes où ils ont écrit coton naturel. Enfin, je vous raconte pas le nombre de choses qu'on a vues, et que ça nous énerve, et qu'à côté on dit bah voilà, nous on a créé ça justement contre ça. Nous, le public sensibilisé, on l'a touché tout de suite parce que cette solution-là, elle était attendue en fait. À ce moment-là, ce que je te dis, les auditeurs, ils étaient chauds, mais il n'y avait pas que les auditeurs, il y avait les consommateurs aussi qui derrière se disaient mais moi j'en ai marre de consommer de la merde, j'en ai marre du coup de pas avoir le choix en fait. Et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, quand on rentre dans un magasin et qu'on a à peine le pays de fabrication, on n'a pas le choix en fait. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas comment il a été fait, on ne sait pas dans quelles conditions, on n'a aucune information. Donc finalement, on ne choisit que sur le prix et le style du Et puis vêtement. tout est fait pour qu'on continue à choisir sur le prix aussi, mine de rien. Ah oui, alors ça c'est un autre sujet dont j'ai écrit un article aussi. Mais enfin voilà, nous, justement, comme on dénonce, je pense, des choses qui se passent dans l'industrie, et que derrière on en donne une solution concrète, on voit les ponts qu'il y a entre les deux. Et puis on va aussi plus loin, c'est-à-dire que nous, ce qu'on demande à nos marques, d'être les plus transparentes, de nous communiquer les informations, on se l'applique à nous-mêmes. Donc aujourd'hui, chaque consommateur qui achète sur WeDresser, il sait où va son argent, il sait quel type d'entreprise il finance derrière. Et nous, on peut même aller plus loin, c'est qu'on publie nos comptes. Donc, si vous voulez télécharger vos comptes, les comptes de WeDresser, vous pouvez C'est voir où on possible. dépense notre argent. Bah non, mais c'est génial, ça fait partie de. On va en parler après un peu de la notion d'impact et de comment vous, en tant qu'entreprise, vous vous en emparez. Mais ça, clairement, c'est ça. C'est la transparence à 100%, comme ça, vérifiée par vous-même, quoi. Eh ben écoute, je veux bien qu'on fasse un focus du coup sur 2-3 actions concrètement de plaidoyer, de sensibilisation que vous avez menées, qui ont fonctionné et que tu trouves intéressant de nous partager Ouais. pour les personnes qui nous écoutent. Et alors, une des premières actions une des actions qu'on a faites pendant le confinement, c'est qu'on s'est dit, il va y avoir un avant et un après. Et que l'après, en fait, on était beaucoup tourné pendant le confinement sur, du coup, consommer local. Mince, on ne sait plus faire de masques en France. Comment on va faire? Il faut consommer local. La crise climatique, machin, machin, ça va nous atteindre. Et on s'est dit, oula, en sortie de confinement, toutes ces marques qui aujourd'hui font du greenwashing de fou, ils vont appuyer à mort sur sur ces canaux-là, sur ces types de communication-là. Et du coup, on a, à ce moment-là, pendant le confinement, lancé en fait une campagne d'affichage digital, du coup, contre les arguments greenwashés. Et donc, on a demandé, donc on a fait, donc là c'était sur les réseaux sociaux pour que ça tourne le plus rapidement possible. On a détourné des affiches de grandes marques en écrivant, en donnant des grands messages du type cette robe est faite en coton polyester, mais c'est écrit en vert. Voilà, ce genre de petits messages-là, ça a pas mal tourné sur les réseaux. Ouais. Et en fait, derrière, ce qu'on demandait nous, c'était on demandait aux personnes qui avaient vu notre campagne de dénoncer des marques ou des arguments marketing qu'ils avaient vus et qu'ils trouvaient incohérents. Et à la fin du coup de cette campagne sensibilisation, on a écrit un guide, donc avec tous les retours des consommateurs qu'on a eus, on a écrit un guide anti-greenwashing
où du coup, on a classé en fonction de tous les remontées qu'on avait eues, tous les types de greenwashing qu'on a trouvés et comment y faire face. Donc, comment s'assurer que les arguments en face, c'était bien ou pas. Enfin, voilà. Donc ça fait partie d'une de nos grosses campagnes de Et ça, sensibilisation. du coup, c'est un guide que vous rendez dispo aujourd'hui sur votre site pour toute personne qui veut, ou c'est un guide qui a eu une vie à un moment donné? Non, alors du coup, l'article est paru sur notre site. Donc là, le guide anti-greenwashing, il est sur notre site, vous pouvez aller le voir. Et on essaye toujours de le remettre à jour, puisque les marketeurs sont pleins de Très créativité. créatif. Donc, on essaye de le mettre à jour dès qu'on peut sur s'il y a des nouveaux arguments qui sortent. Enfin, voilà. Donc ça, c'était une des campagnes qui a franchement bien marché. Et Et pour le est-ce que tu coup, aurais une... Alors, tu me dis, mais est-ce que... Parce qu'on en a parlé aussi avant sur... que c'était un sujet, les chiffres, voilà, où on pouvait les aborder en fonction du thème. Est-ce que là, tu as un peu un ordre d'idée, nous dire justement, qu'on se rende compte en fait quel impact ça a eu, encore une fois, et à la fois sur le message que vous passiez, et à la fois sur WeDressFair. Est-ce que ça a ramené un trafic important? Est-ce que ça vous a permis d'avoir de nouveaux acheteurs au final qui vous connaissaient pas avant? alors le lien achat direct est compliqué en fait, parce que là pour le coup, c'est plus une question de tracking. C'est compliqué de savoir une personne qui est allée voir sur les réseaux sociaux, qui a liké, partagé une publication et qui a répondu à un de nos commentaires, si derrière ça va être quelqu'un qui va acheter. On va dire, enfin là c'est vraiment du coup du jargon pur market, mais les fenêtres d'attribution sont complètement différentes en fonction des types de plateformes sur lesquelles on fait ces choses-là. Donc, pour le coup, nous, on trace pas du tout ça Enfin, notre volonté, c'est pas du tout de faire des campagnes de sensibilisation pour C'est l'achat. plus awareness et Exactement, engagement, et du coup, exactement. tant mieux si derrière ça transforme, quoi. Donc, j'ai plus les chiffres précis, mais je sais que on avait eu un fort taux d'abonnement à notre page Instagram à ce moment-là. Et par contre, on avait eu aussi une couverture presse qui avait été assez importante aussi. Je crois que sur les 3 semaines de campagne, 2, 3 semaines de campagne, on avait eu plus d'une vingtaine de sorties presse. Avec des noms intéressants, parce que c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre pour beaucoup aussi de boîtes dans l'impact, de réussir à avoir des retombées presse. On avait eu un France 3 qui était venu. Donc, on a l'Info Durable qui avait publié. On avait eu un article sur Monsieur Mondi aussi, Monsieur Mondialisation, qui avait pas mal marché. On était passé sur France Inter aussi. Il y a un chroniqueur qui a lancé l'Info Durable qu'on aime beaucoup et je crois qu'il nous aime beaucoup, qui parle de nous assez régulièrement aussi. Enfin voilà, tu vois, on arrive quand même Oui, à bien toucher sûr. du Et monde. puis c'est intéressant parce que ce que tu dis là, au-delà de la liste, c'est aussi justement ça, c'est que ça renforce les liens avec la presse spécialisée. Ça montre que vous bougez toujours et dans n'importe quel moment, enfin même dans un moment de crise sanitaire ou pour un e-commerce, il y a aussi un vrai sujet, je veux dire, de business pur, quoi, Ouais. que vous lâchez pas l'engagement pour autant. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Après, nous, il faut savoir que toutes nos campagnes de sensibilisation, elles sont pas à vocation de vente. C'est-à-dire que derrière, nous, les chiffres qu'on suit, c'est jamais de l'achat. Si on se met ça en tête, ça décrédibiliserait complètement en fait l'action de sensibilisation qu'on a derrière. Bien sûr. Et même Votre sincérité dans ce que vous notre faites, je sincérité, ouais, pense. voilà, Ouais, ouais. c'est ça que j'allais dire. Et ben écoute, ouais, trop bien. C'est chouette aussi de voir que justement en détournant, en faisant, parce que c'est quand même très créatif de faire une campagne anti-greenwashing quelque part, on peut aussi aller avoir des retombées et sans avoir spécifiquement calculé et fait le lien avec la vente, aussi en ayant confiance dans le fait qu'il y a il y a un parallèle entre les deux. Est-ce que tu aurais une autre action à nous partager qui te semble pertinente? Ouais, j'en ai une autre qu'on avait fait du coup pendant le Black Friday, qui est une journée à forte consommation. Du coup, nous, on a lancé le Block Friday. Et donc là, on n'avait rien inventé sur la partie site, c'est-à-dire qu'on a repris ce que pas mal d'acteurs avaient fait et qu'on trouvait hyper pertinent, c'est fermer notre site. Donc, Ouais. on a juste fermé notre site ce Oui, c'est jour. la Camif qui faisait ça. C'est Camif qui faisait ça, ouais. Ouais. Du coup, on a fermé notre site et on a mis juste un bandeau pour s'inscrire. Et en fait, quand les gens s'inscrivaient, en fait, on envoyait juste notre manifeste, ce pourquoi on fermait notre site. Et en fait, on a proposé, donc le Black Friday, c'est un jour où les gens consomment beaucoup de choses neuves.
Et nous, on a proposé ce jour-là de réparer des vêtements au lieu de racheter des nouveaux. Donc, on a typiquement fermé notre boutique parce qu'on a une boutique aussi à Lyon. Et on a lancé des invitations pour réparer gratuitement et apprendre à réparer. Donc, on avait invité une association qui allait apprendre à des consommateurs, du coup, à réparer leurs vêtements. Et donc là, on a eu, je crois, une 50aine de personnes qui sont passées dans la journée et qui, gratuitement, ont pris des cours de couture, 1 heure de cours de couture pour réparer leurs vêtements. Donc c'est quelque chose de très local et en même temps qui a permis aussi de créer du lien et de sensibiliser, pareil, trop bien. Exact. Après, du coup, ça, on le pense, cette action, on espère pouvoir la lancer en national, un peu plus, du coup, moins localement. Mais enfin, voilà, on se sert aussi du local beaucoup pour faire passer nos campagnes de com et de sensibilisation à ce moment-là. Ouais. Oui, parce que sur la partie réseau boutique, au final, vous avez une boutique à Lyon. C'est On bien n'a qu'une ça. seule boutique, ouais. On est lyonnais et du coup, on a ouvert à Lyon. Et vous êtes majoritairement sinon sur Internet, donc ça demande aussi des relais, Ouais. ça c'est clair. Est-ce que tu peux... On a parlé un peu de la mesure au final de l'impact com, des retombées, que au final cette partie sensibilisation, même s'il y a un lien avec le marketing, du coup vous faites pas de lien avec l'achat pour rester le plus sincère et cohérent possible. Et ça, dans ton discours, on entend que c'est naturel en fait. C'est en tant que militant, comment on fait pour continuer de dénoncer quoi. Et notre entreprise, enfin votre entreprise, c'est un peu comme un tremplin qui vous permet de le faire à plus grande échelle. J'aimerais bien qu'on passe maintenant sur le sujet de l'impact quelques minutes quand même, parce que donc vous dites que vous êtes une entreprise de l'ESS. Est-ce que tu peux m'en dire juste un petit peu plus sur votre statut et puis aussi sur comment vous êtes financé jusque-là pour cette activité? Alors, du coup, nous, on se prône de l'économie sociale et solidaire et on s'auto-déclare. Mais en fait, du coup, pour aller plus loin que juste de l'autodéclaration, on l'a écrit dans nos statuts. Donc, on a, depuis la loi Hamon, je crois, de 2014, on peut écrire dans ces statuts des points, en fait, qui nous définit comme entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc, on définit un maximum de salaire, une différence de salaire, une gouvernance et une utilité sociale et d'intérêt général. Donc, un objet d'intérêt général qu'on a défini dans nos statuts. Et donc ça, c'est une volonté première depuis le début de We Dress Fair parce que on considère que une entreprise aujourd'hui doit aussi pouvoir jouer du coup influer sur le système dans lequel on vit. Et nous, on avait envie de proposer une entreprise dans laquelle les personnes se sentent bien, s'épanouissent et qui lutte contre les inégalités sociales aussi à son échelle. Et sur la partie financement, du coup, nous, on s'autofinance depuis le début. On n'a encore jamais fait de levée de fonds. Ok. C'est-à-dire que vous avez réussi à ce que l'activité soit rentable assez rapidement? Ouais, depuis l'année 1, on a créé We Dress Fair pour que ce soit rentable. Donc en fait, et ça, c'est génial parce que dans le e-commerce, pareil, c'est pas si de réussir sans lever de fonds à être rentable sur un e-commerce, sur le sujet de l'éco-responsabilité, c'est pas rien, quoi. Donc là, tous les lauriers reviennent à Antoine. Hein. C'est le passé d'auditeur financier. Ouais, je pense. Et puis un extrêmement bon gestionnaire. Ouais. Qui est, je pense, l'atout majeur quand on entreprend. C'est avoir des idées, ça fait pas tout. Vraiment, il faut dans la boîte quelqu'un qui a une capacité de gestion ultra fine. Et Antoine vraiment est très très fort là-dedans. Et du coup, notre volonté a toujours été de montrer que une structure de l'économie sociale et solidaire pouvait survivre et pouvait vivre et se développer toute seule. Oui. Du coup, depuis le départ, on s'est dit il faut vraiment qu'on montre ça. Donc en fait, on a créé la structure pour qu'elle soit rentable et elle est encore rentable aujourd'hui. Hein. Enfin, elle a toujours été. Et du coup, ça fait 4 ans. Donc on a 3 exercices comptables et ces 3 années ont été positifs. Et l'année dernière, on a été positif avec 10 salariés. Donc, 10 personnes qui étaient rémunérées. Donc, je veux bien qu'on parle de votre sourcing des marques. Comment vous faites pour les connaître aujourd'hui? Est-ce que c'est elles qui vous contactent? Est-ce que c'est vous? Est-ce qu'il y a des critères? Ouais. Alors, rapidement, ça va être compliqué. Bah ouais, je sais. Alors, aujourd'hui, on se fait connaître majoritairement par l'organique. Donc, We Dress Fair est quand même assez connu dans le milieu de la mode à impact. Et du coup, les marques aujourd'hui, elles viennent à nous assez naturellement. On a un peu plus, début 2022, là, on a un peu plus d'une demande d'intégration de marque par jour.
Donc c'est beaucoup. On doit Ouais. répondre à toutes ces marques-là. Et en plus de ça, nous, on va sourcer des marques qui font les choses bien depuis très longtemps, mais qui savent pas qu'ils font de l'impact. Et du coup, ou qu'ils le savent, mais qu'ils le disent tout juste maintenant. Et donc ça, on va regarder aussi donc en Europe et Europe du Nord, Allemagne, qui sont beaucoup plus avancés que nous sur la partie production et respectueuse. Donc on a un peu des deux aujourd'hui. Et vous avez une personne dédiée dans l'équipe? Tu parlais Ouais, de 10 salariés? Oui, c'est ça. ouais. Alors moi, à la base, j'ai défini toute cette charte. Donc la charte, justement, ce que tu me posais comme question, elle contient plusieurs critères, mais qu'on range en deux catégories, un critère social et un critère environnemental. Et chez We Dress Fair, c'est pas ou, c'est et. Donc c'est et social et environnemental. Donc faut vraiment du coup cocher toutes les cases pour pouvoir passer nos critères de sélection. Et là, on va regarder sur le côté environnemental, toutes les matières premières, procédés de transformation, tout ce qui va toucher à l'impact du vêtement. Et nous, on a des listes après de matières qu'on considère plus, du coup, qui soient plus éco-responsables que d'autres, et des catégories de produits. Donc, typiquement, par exemple, on va éviter de prendre des t-shirts qui sont en polyester 100% recyclé, même s'ils sont recyclés, parce qu'on sait aujourd'hui que des t-shirts, on peut les avoir en 100% lin, 100% coton biologique, enfin voilà. Donc les impacts, on regarde aussi les impacts sur du long terme. Un t-shirt 100% naturel, il peut être dégradé, biodégradable et compostable, alors qu'un t-shirt 100% polyester, même s'il est recyclé, ne peut pas l'être. Donc on va regarder voilà toutes ces choses-là. Et sur le côté social, on regarde du coup les usines de confection. Et là, on va regarder du coup dans quelles conditions ont fabriqué ces marques, enfin les marques qui postulent. Et on classe en fonction. Donc là, à chaque fois sur la charte, on s'est appuyé sur des experts du secteur qui nous ont conseillé. Et donc pour la partie sociale, on classe les pays en deux catégories, des pays à risque et des pays moins risqués. Et là, on demande différentes preuves. À chaque fois, donc que ce soit sur la partie environnementale et sociale, on récolte tous les documents preuves de tout ce que les marques nous annoncent. Donc, si une marque nous dit je fais un t-shirt 100% coton biologique au Portugal, et ben nous, et même pas que au Portugal, dans cette usine-là, nous on demande derrière la facture du coton biologique, le label du coton Ok. biologique, la Oui, vous allez facture de jusque-là l'usine. pour que ce soit pas que des mots, quoi. Exactement, Ok. exactement. Et c'est tout la différence de We Dress Fair avec n'importe quel autre site, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a toutes les preuves en fait en interne et qu'on vérifie toutes ces preuves. On n'est pas, voilà, souvent on dit, on travaille qu'avec des marques qui font et pas des marques qui disent. Oui. Oui, oui, mais c'est hyper intéressant parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui du greenwashing. Souvent, la frontière est fine. Je crois que ça rejoint un peu notre question de la strate RSE, mine de rien, même si je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses que vous mettez en place aussi, mais encore une fois, je vois le temps qui défile. J'aimerais juste, pour qu'on finisse là-dessus, que tu me parles quand même parce que pour moi, c'était une troisième action qui était hyper importante. C'est cet onglet, cette page de votre site qui s'appelle Notre avis sur les marques. Ouais. Savoir quand est-ce que vous l'avez mis en place et comment vous l'avez fait quand même. Est-ce que c'est les consommateurs qui ont commencé à vous poser des questions? Est-ce que c'est vous qui vous êtes rendu compte dans cette lignée des campagnes greenwashing qui vous énervaient? Vous vous êtes dit, bah maintenant, on va dire clairement ce qu'on pense de chacun? Alors c'est venu vraiment des consommateurs, parce qu'à partir du moment où on analyse en fait des marques, beaucoup de consommateurs nous envoient des messages en disant et cette marque, et cette marque, et cette marque. Du coup, on a commencé à analyser celles qui étaient les plus remontées par les consommateurs. Et en fait, on fait une analyse assez factuelle. Donc, pour le coup, on essaye de pas trop donner notre avis, mais on remonte des faits. Donc, nous, les marques que nous, on analyse chez nous, elles nous donnent tous les documents preuves, donc on peut analyser avec des documents. Là, on est sur des informations publiques, donc on n'a pas accès à tout, mais on analyse déjà sur ce qu'on a et sur souvent les rapports RSE des marques, etc. Et voilà, et on peut effectivement dire des choses face à ces documents-là et commencer du coup à dire si on est plus dans un discours greenwashé ou dans un discours qui est plutôt réel.
Mais c'est hyper intéressant et hyper inspirant, je pense, si on fait un pas de côté, enfin, et même là pour les auditeurs, de se dire que notre avis sur les marques, donc vous le faites évidemment sur l'industrie textile et ça remonte des consommateurs, mais au final, quand on est sur un projet ou une entreprise éco-responsable, enfin, ou à impact, qui vient proposer une alternative durable sur son secteur, c'est hyper pertinent, je trouve, en fait, de dire, bah voilà, factuellement, alors bon, quand c'est se comparer à ses concurrents, c'est peut-être autre chose, mais si on est comme ça sur un peu, par exemple, du sourcing de marques ou de partenaires sur d'autres secteurs, Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, de reprendre cette très bonne pratique pour essayer d'être le plus factuel, pour permettre aux gens de comparer et de comprendre, en fait. C'est ouais, toujours dans cette notion de sensibilisation, éducation. ouais, exactement. Et en fait, c'est hyper bien vu par les marques qui souvent nous appellent. Ah ouais? Ouais, ouais, Oui, ouais, parce qu'elles ont souvent celles qui ont commencé en plus, au final, elles ont aussi envie de bien faire. ouais. Et souvent, c'est pas rare hein, qu'on soit appelé, et même des gros noms hein, qu'on pense inatteignables. Non, non, elles nous appellent et elles sont assez conscientes en fait. Et derrière, souvent, elles demandent un peu des infos complémentaires sur comment elles peuvent s'améliorer, tout ça. Donc non, c'est chouette, ça ouvre le dialogue. Ça permet de ça. Ça permet d'ouvrir et de proposer des leviers d'action pour aller plus loin. Et ce qui est génial, c'est que ça permet aussi de passer à une autre échelle, parce qu'effectivement, ça reste pas que dans l'alternative. Quand on vient aussi ouvrir le dialogue avec ces marques-là, on fait aussi vraiment évoluer l'industrie. Ouais, exactement. Donc, Ouais. eh ben, écoute, il me reste les dernières questions à te poser. On avait évoqué celle-ci de est-ce qu'il y a un moment où l'entreprise aurait pu capoter dans ces 3-4 années qui sont passées? Oui, plein de fois, 1 milliard de fois, je pense. Mais je pense que les moments où ça peut capoter, c'est quand on a l'impression d'avoir plein d'opportunités de développement, de plein de choses différentes. Du type, nous, on a quand même fait une marketplace, une boutique, un site e-commerce. Enfin, à un moment, il faut se canaliser et se dire, ok, c'est quoi, enfin, la chose qu'on veut développer le plus aujourd'hui. Et quand on a trop d'opportunités, qu'on a envie de trop faire et tout faire en même temps, c'est là où c'est les moments les plus risqués, je pense, pour une entreprise. Et complètement, je te rejoins. Est-ce que tu peux me parler de, là pour finir ce podcast, ton conseil marketing pour les auditeurs? En tout cas, sur la partie com, moi, et ce que je conseille le plus, c'est pour faire parler de soi, il n'y a rien de mieux qu'être le plus honnête possible aussi et les plus transparents sur ce qu'on fait. Et donc, moi, mon conseil, c'est de toute façon, si vous faites quelque chose à impact aujourd'hui, vous avez une audience. Tout le monde a envie de faire bien les choses. Et du coup, essayez d'être les plus sans fioriture, quoi. Ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi vous l'avez fait et de le mettre en lumière, voilà, avec des actions de sensibilisation, en utilisant évidemment les canaux qui sont disponibles aujourd'hui pour nous et qui auront le plus d'impact, donc le digital, les événements. Enfin voilà, il faut faire un peu du coup de poing aussi pour faire parler de soi, quoi. Bien sûr. Tu peux me parler une conférence, une campagne de marketing ou de com d'une autre entreprise qui t'inspire, un livre, une musique, une inspiration que tu veux nous partager? On a lu le livre de Yvon Chouinard qui a lancé l'entreprise Patagonia. Le livre s'appelle Devenir entrepreneur malgré moi. Et c'est vraiment ça, c'est le gars, il a commencé à créer des trucs juste pour lui, pour faire de l'escalade. Et puis après, petit à petit, maintenant, il dirige une multinationale assez connue dans les entreprises à impact, qui a lancé 1% pour la planète, notamment, enfin, Ouais. plein de choses comme ça. Et ils avaient lancé une campagne de sensibilisation. Enfin, je sais pas trop comment l'appeler parce que finalement, ça parle de la marque, mais il y avait écrit, donc il y avait une veste de Patagonia et il y a écrit n'achetez pas cette veste. Et je trouvais ça vachement couillu quand même pour, pour une entreprise qui vit si elle vend de dire en fait, si vous n'en avez pas besoin, ne l'achetez pas. Et c'est complètement dans ce que nous, on fait aujourd'hui. Beaucoup de monde nous disent qu'on est assez schizophrène parce qu'on vit si on vend des vêtements, mais on dit aux gens de pas trop acheter. Et c'est clairement ça, en fait. Toute notre volonté et toute la mission de We Dress Fair, c'est proposer une alternative aux personnes qui ont besoin de consommer de la mode aujourd'hui, mais c'est pas du tout de pousser les De gens à acheter pousser à des la vêtements. surconsommation. Bien Exactement. sûr. C'est si jamais tu as envie de faire un achat, dans ce cas-là, autant le faire avec des marques qui font les choses bien, quoi. Exactement. Exactement.
Hyper intéressant. Et pour finir, eh ben, est-ce que tu aurais un acteur de l'écosystème à me recommander pour ce podcast? Alors là, j'en ai plein que j'aime beaucoup. Bah, je vais dire parce que c'est des copines que j'aime bien et elles sont sur un autre, enfin que j'aime beaucoup et qui elles sont sur un autre secteur, sur l'alimentation pour les animaux, qui s'appelle Tomojo. Et du coup, elles se sont rendues compte de l'impact toute l'alimentaire qu'on a aujourd'hui, qu'on donne à nos animaux, notamment un impact environnemental très très fort. Et du coup, elles ont lancé des croquettes pour chiens et pour chats à base d'insectes. Et Oui, je trouve quand même ça assez c'est génial. fou. Et ces deux nanas, juste trop drôles en plus. Donc voilà, si t'as l'occasion de les interroger, je pense que tu vas te marrer pendant plus d'une heure. Ok. Ok, bon, la promesse est assez attirante, je l'avoue. Du coup, je vais regarder ça. Trop bien, merci beaucoup Marie pour tous ces partages. Avec plaisir. Je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous êtes arrivé au bout de cette causerie, c'est sans doute qu'elle vous a plu. Pour être averti des prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter Business Positif et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis j'imagine qu'on vous le demande souvent, mais c'est tellement précieux d'avoir votre soutien. Alors s'il vous plaît, prenez une petite minute pour partager cet épisode autour de vous et le noter ou lui laisser un commentaire sur Apple Podcast. À très vite!